Extrêmement friand des sondages, c'est Vladimir Poutine, hein. Il les lirait même tous les matins et ça pourrait même influencer ses décisions. Alors celui dont on va parler n'a pas dû lui faire plaisir puisque regardez, selon le site indépendant russe Medusa, 30% de la population russe souhaite l'arrêt immédiat de l'opération spéciale. Galia Kerman est toujours avec nous. Alors 30%. Ça paraît peu, hein, finalement, par rapport à ces 57% qui se disent pour la poursuite de l'opération spéciale. Mais finalement, un tiers de la population qui ose émettre son opposition à cette fameuse opération spéciale de Vladimir Poutine, c'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme. En fait, il faut toujours se méfier un peu de sondages en Russie parce que les conditions sont très difficiles. Le FSB possède les techniques de reconnaissance faciale, de reconnaissance vocale, de sorte que même des sondages avec micro-trottoir ne sont pas totalement anodins. Maintenant, les sondages par téléphone le sont encore moins. Donc, 30%, en réalité, ça peut être beaucoup plus. Et je pense que peut-être il y a un certain tournant dans l'opinion publique parce que, d'une part, même si c'est de la périphérie, les cercueils arrivent quand même. Et donc, même si on essaie de minimiser les pertes russes, on ne donne jamais de vrais chiffres, etc. Et on ne prend pas les gens qui habitent dans les grandes villes, on ne les envoie pas au front, parce que là, ça aurait été très visible. Mais il y a aussi le fait même que l'opération dure déjà plus de 4 mois. Et il y a certes des succès, mais ça n'a rien à voir avec les objectifs initiaux. Et puis, il y a aussi, il faut dire, l'influence des médias d'opposition qui font leur travail depuis l'étranger parce qu'aucun média d'opposition n'est plus possible en Russie, comme Medusa d'ailleurs que vous venez de citer. Et il y a aussi des formes assez originales. Par exemple, il y a toute une série, maintenant il y a plus de 160 épisodes, d'un petit dessin animé, c'est à chaque fois 10 minutes, qui s'appelle Massiania. Et à chaque fois, c'est une famille, Massiane, c'est le nom de la femme. Il y a donc le mari et deux enfants. Et à chaque fois, il y a une situation qui leur arrive. Alors, le dernier épisode, très exactement 162, était consacré à une sorte d'attaque imaginaire, c'est-à-dire ce que la Russie fait à l'Ukraine a été transposé comme si c'est la Chine qui attaquait la Russie. Et donc la Chine dit qu'elle veut débarrasser la Russie des nazis et que d'ailleurs il faut qu'elle récupère les terres qui ont été à l'origine les terres chinoises. Et donc autour de cette famille, les bombes commencent à tomber, il y a quelqu'un de la famille et des proches qui sont tués. Et la ville où il se trouve, qui est donc Saint-Pétersbourg, est appelée dans le film Saint-Maribourg. Et donc c'est clair que on essaie de provoquer l'empathie de la population pour les horreurs que vivent les Ukrainiens en essayant de se mettre à leur place. Eh bien, cette vidéo, elle est totalement virale. Donc, Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Intéressant cet éclairage sur cette résistance. Mais si on revient sur ce sondage, alors pour celles et ceux qui nous regardent, c'est un site indépendant qui a récupéré ce sondage, mais ce sondage a bel été bien commandé par le Kremlin et par Poutine. On va certainement y revenir, hein, très friand de sondages, mais bien évidemment pas diffusé. Et pour une raison assez simple, c'est que sous bénéfice d'inventaire, il y a une question un peu affinée, c'est-à-dire qu'on interroge les jeunes Russes. Et là, il y a une majorité nette de jeunes Russes qui se disent hostiles à cette guerre.
Et pas seulement parce qu'ils n'ont aucun souhait de jouer aux conscrits sur un champ de bataille absurde, mais tout simplement le principe même. Ils ne se reconnaissent pas. Non, ils désapprouvent. Là, vous voyez, il n'y a que 30% ce qui est déjà significatif dans la Russie d'aujourd'hui, pour l'arrêt immédiat, mais le taux monte à plus de 50% chez les jeunes. C'est ça qui est intéressant et qui est évidemment indéfendable vu de Moscou. Petite anecdote sur Massiania, qui est vraiment, il faut l'avoir à l'esprit, qui est une série culte en Russie. Ce que faisait remarquer Anna Colin-Lebetev dans son fil Twitter, toujours passionnant à suivre, c'est que l'agresseur, c'était la Chine. Quand même assez intéressant au regard de l'ambiguïté de la relation bilatérale. Et on avait choisi un agresseur qui était extérieur culturellement. On n'était pas allé jusqu'à imaginer que ce Saint-Mariupol, évidemment, Saint-Pétersbourg rebaptisé en référence à Mariupol, puisse être attaqué par les cousins orthodoxes et russophones. Non, je voulais simplement... Alors, c'est intéressant, ce sondage. Mais simplement, la semaine dernière, on publiait, je crois, d'autres sondages qui continuaient à indiquer qu'il y avait à peu près 75% ou à peu près de la population... Oui, mais si vous avez bien noté, le problème, c'est que vous avez des sondages qui sont publiés, et vous avez des sondages qui sont commandés, mais dont le résultat ne vaut pas pour Poutine publication. Voilà ce qu'explique celui-là. Il est vraiment intéressant et relativement novateur. Simplement, l'opinion russe, d'une manière générale, notamment dans les régions périphériques, c'est un peu le trou noir, là aussi. Alors, parce qu'on aurait tendance à dire, c'est formidable, il y a peut-être de plus en plus de gens qui vont dire à M. Poutine qu'il faut changer de politique. Alors, malheureusement, compte tenu de la verticale du pouvoir, on peut penser au contraire que ça pourrait inciter la verticale du pouvoir à renforcer encore la répression, on l'a encore vu la semaine dernière, avec une condamnation très lourde à... Yves de Trio, on dit aussi que Vladimir Poutine est quelqu'un de très sensible au sondage, qu'il pilote au sondage et qu'il a un rituel. Alors, c'est peut-être une légende, mais chaque matin, qu'il a des enveloppes fermées par des petits rubans et qu'à l'intérieur, il y a des sondages et qu'il les ouvre et ça fait à peu près sa journée. En tout cas, ça va largement dicter une partie de ce qu'il va décider dans la journée. Donc, voilà, pour toujours se dire que si jamais ces sondages-là se répètent, ça peut peut-être infléchir. On se souvient qu'après l'annexion de l'Ukraine, de la Crimée, en 2014, vous aviez des sondages dithyrambiques en Russie, trouvant que c'était tout à fait normal que la Crimée redevienne russe. Et effectivement, le président Poutine s'en est félicité et il garde quand même une cote relativement élevée. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile de faire des pronostics compte tenu du fait que ce n'est pas une démocratie, qu'on n'a pas d'informations, que les médias indépendants n'existent plus. Alors ce qui m'intéresse beaucoup avec cette vidéo, cette série dont on parle, alors ça passe sur des réseaux sociaux clandestins à l'origine, sauf erreur de ma part, c'est une série qui a été diffusée par la télévision. C'est une chaîne, y compris les derniers numéros. Mais c'est-à-dire que traditionnellement, le contenu, c'est une héroïsation d'une jeune fille qui est plutôt je m'en foutiste, un peu provocatrice, etc. Mais que de l'avis des Russes qui sont familiers de cette série, c'est la première fois qu'il y a un contenu subversif qui est véhiculé par... Ce qui sera très intéressant, c'est de savoir si l'ambassadeur de Chine à Moscou fait une démarche, comme le fait de temps en temps notre ambassadeur chinois ici à Paris, pour se plaindre de tel ou tel média ou think tanker qui a eu le malheur de dire des mots désagréables. Je pense que si il le fait, on en sera averti. Je vais faire une petite remarque. Là on voit qu'il y a 30% de courageux. Donc ça serait très très bien. Et c'est même un chiffre qui paraît tout à fait étonnant. Je voudrais savoir, moi, combien il y a de pourcentage de lâcheté dans les 57%. Parce que, en fait, comme vous le dites, il n'y a absolument aucune liberté d'expression en Russie. Il y a une verticale du pouvoir. Et dans les 57%, il y a vraisemblablement des gens qui ne se lâchent pas là-dedans. À ce propos, la notion d'espionnage est revenue, je crois, il y a une dizaine de jours, votée par la Douma, dans les mesures, si vous êtes, je ne vais même pas dire anti-Poutine, si vous émettez... On achète sa tranquillité sur l'opération spéciale. Entendre, et puis vous avez tout un appareil législatif qui a été durci, musclé, pour tout ce qui est... propagande hostile à l'armée, par exemple. Il y a un opposant qui s'appelle Ilya Yashin, qui a été arrêté sous un prétexte futile, et qui, là, est exposé, effectivement, à une procédure qui pourrait le conduire à passer 15 ans dans les geôles du régime, tout simplement parce qu'il a manifesté sur Facebook son hostilité à ce conflit. Sur la question posée de Général, je vais juste apporter un petit témoignage personnel. Il se trouve que le week-end dernier, dans un cadre amical, j'ai eu une longue et passionnante conversation avec
un Français, je n'en dirai pas plus, qui a occupé des fonctions éminentes dans une société en Russie pendant des années, et précisément jusqu'en février. Bien. Et par rapport à cette crainte, je lui pose la question très basique, parmi tes contacts, les gens que tu vois régulièrement, tes partenaires avec qui tu prends un pot, etc., qu'est-ce qu'ils disent ça? Il dit, mais même eux, ils restent dans le gris. C'est-à-dire dire, oui, bien sûr, Poutine, c'est pas parfait, mais enfin, tu comprends, c'est pas simple, etc. On n'est jamais dans le blanc et noir. Et il dit, justement, il y a chez certains d'entre eux la fascination pour le mal alpha, au premier degré, et chez beaucoup d'autres, il y a une sorte de combinaison entre cette admiration de la force, l'incarnation de la force, et tout simplement la trouille. Et y compris des gens qui fréquentent depuis des années. Avancée du syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'ils sont captifs, prisonniers. Non, mais on pourrait dire que la trouille, comme dit Vincent, elle existe. Et puis, de l'autre côté, vous avez peut-être pour les Russes, cette forme d'admiration de quelqu'un qui a redonné une splendeur au pays. Oui, et tout simplement, il y a les suiveurs. Il y a une loi de Pareto qui dit qu'il y a à peu près 10 à 20% à la guerre les suiveurs, il y a la trouille, et 80% de suiveurs. Donc à partir du moment où le pouvoir dit suivez-moi, les gens n'ont pas d'opinion critique. Ils suivent, ils achètent leur tranquillité sociale finalement. Et donc les leaders, les vrais leaders, il y en a très peu véritablement. On n'a pas une nouvelle de ce chef d'entreprise qui avait manifesté, vous vous souvenez, Claire, sur la place Rouge, qui avait fait une conférence de presse pour critiquer Poutine. Ce qu'il faut beaucoup aussi, c'est faire le lien avec l'économie. Je crois que la semaine dernière, sur ce plateau, là, on parlait de du rouble et de l'efficacité des sanctions. Alors, Catherine faisait allusion au fait qu'il y a les pays tiers qui, eux, ne participent pas du tout au programme de sanctions. On n'a jamais vu les prix de l'énergie aussi hauts, si bien que la Russie continue à accumuler des réserves et que nous continuons à financer cette guerre, si bien que le citoyen ordinaire n'en voit pas trop l'effet négatif de cette guerre sur sa situation. Mais en même temps, on nous dit qu'il y a des produits qui manquent, des médicaments. L'industrie automobile est plus ou moins à l'arrêt parce qu'il manque des microprocesseurs qui viennent d'Amérique ou de Taïwan ou de Corée du Sud ou d'ailleurs. Le problème, c'est que dans leur histoire, ce manque, ils l'ont connu, ils ont vécu avec pendant très longtemps. Ils l'ont connu, mais enfin, on est maintenant au XXIe siècle. Ils sont commencé à s'habituer à la société de consommation depuis les années 90. Donc ça peut finalement avoir quand même un effet, mais malheureusement, pour ceux qui croient à l'efficacité des sanctions, on l'a toujours dit que ça n'aurait pas d'effet immédiat. Mais bon, j'entends des gens dire qu'à partir de l'automne, alors bon, à ce moment-là, les sondages vont peut-être... Parce que la question sociale est quand même aussi très sensible pour Poutine. Je me souviens qu'il y a quelques années, il avait voulu, c'est une période où le pétrole était beaucoup plus bas en cours, il voulait revoir les régimes de pension de retraite. Ça me fait penser d'ailleurs peut-être à la situation française. Et il y avait dans les rues des pensionnés ou des gens proches de la retraite qui ont manifesté. Ça date après les dernières élections, je crois. Et donc là, ils ont dû céder, parce que s'il y a des mouvements sociaux... Ça veut dire qu'il est sensible à son peuple, à ce que pense son peuple. C'est pas ça, c'est que si on commence à s'en prendre, par exemple, aux retraités, ça fait quand même des millions de personnes. Et donc là, ça devient une question de rapport de force. Mais vous avez raison, tant que la Russie perçoit 800 millions d'euros par jour via le gaz et le pétrole, les sanctions économiques, est-ce que ça va durer ? Aussi importantes soient-elles, ne feront pas la différence. J'attire votre attention sur la visite de Biden en Arabie Saoudite. Alors, je ne sais pas si c'est demain ou aujourd'hui, mais demain, là, il arrive en Israël. Voilà, c'est après-demain, alors c'est que 2 jours après. Mais l'objectif, c'est clair, c'est amener l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe. Voilà, on voit Air Force One. Le trio, c'est magique. Vous parlez de Biden et il arrive en Israël. Donc l'objectif, dès qu'on parle d'un sujet, alors on oublie les droits de l'homme, l'affaire Khashoggi, oui, mais l'objectif, c'est la réelle politique. Et la réelle politique, c'est faire baisser les prix de l'énergie. Alors on verra ce que ça donnera. Convaincre l'OPEP+ d'accroître la production. Oui, mais ça revient au même. C'est une pression à la baisse sur les cours. Puisqu'on reparle même au Venezuela. Voilà. Les Américains ont envoyé une délégation de très haut niveau à Caracas, après avoir essayé de saper par tous les moyens le pouvoir au demeurant très critiquable de Hugo Chavez puis de Nicolas Maduro. Là, il y a quelques jours, il y a eu des discussions pour essayer de peut-être normaliser le marché du pétrole. Mais déjà, il y a plusieurs semaines, les Américains étaient allés au Venezuela. Et le
le facteur iranien, puisqu'on parle d'Arabie Saoudite, est évidemment tout sauf anodin là-dedans, puisque s'il y avait, ce qu'à Dieu ne plaise, un miracle sur la remise sur les rails de l'accord nucléaire de 2015, dénoncé 3 ans plus tard par Donald Trump, eh bien, vous auriez un nouvel acteur significatif sur le marché du brut, qui reviendrait sur le marché et qui contribuerait aussi à... Et du coup, si je suis votre raisonnement, peut-être que les Iraniens repenseraient à 2 fois avant d'envoyer des drones pour aider la Russie. Par exemple. Ça fait partie de l'équation. Non, puisqu'on parle de l'accord nucléaire avec l'Iran, le paradoxe, c'est que Biden a repris très sincèrement des négociations avec l'Iran, qui étaient sur le point d'aboutir, jusqu'au moment où il y a eu l'invasion, et c'est la Russie qui fait partie de l'accord, qui était toujours du côté iranien, et pour l'accord, qui a bloqué, en disant « Ah oui, mais il faut qu'on revoie sur les sanctions. »